Et faire vite fait un tour de table, rapidos, histoire qu'on sache qui est qui globalement. Donc, moi c'est Julien. Donc Cédric qui travaille chez Narcisse, oui toujours. Voilà. Ensuite Adrien Galou donc, qui s'occupe de faire pas mal de choses pour la FUS à Lyon et qui contribue aussi sur Atom. Jean-Baptiste Nard. Voilà. Merci. Baptiste, je travaille chez Bonadev. Ok. Alexis, qui vient de Paris, utilisateur d'Atom, contributeur d'Atom, développeur PHP Zen, entre autres. Voilà. Jonathan, qui nous vient de Belgique. Grumpy. Voilà, Grumpy pour ceux qui le connaissent en ligne. C'est la personne qui a repris la documentation d'Atom. Accessoirement, il contribue au projet bien évidemment et il anime pas mal le salon IRC, voilà, pour résumer. Et donc aujourd'hui on est accueilli par Narcisse, ici même dans leurs nouveaux locaux. Personne ici à part Cédric qui est employé de Narcisse, ils nous ont vraiment accueillis ici de manière complètement gracieuse et gratuite. Donc c'est super cool de leur part. Voilà, je me suis présenté. Donc moi je m'occupe des développements sur Atom. Je contribue aussi sur OA et d'autres projets à l'occasion qui ne sont pas forcément en PHP aussi, donc GitLab sur du Node.js, différentes librairies ou Node.js lui-même et deux ou trois autres encore à côté. Et vous donc la question c'est est-ce que vous êtes utilisateur, contributeur ou le genre de mec qui déteste Atom? Le truc c'est que peu importe ce que vous êtes, je pense que vous ne connaissez pas Atom. Donc il va falloir se préparer. On va lire du code. Donc c'est parti. C'est con parce que voilà. On va remettre ça bien. Tac. Donc la première chose dans Atom, quand on veut démarrer, c'est de démarrer un projet. Donc ça c'est cool. Pour démarrer avec Atom, c'est assez simple, il faut un fichier de config, ou pas d'ailleurs, mais c'est bien d'en avoir un, ça facilite pas mal les choses. Donc pour créer ce fichier de config, il suffit de lancer Atom et d'utiliser -init comme argument. Et ce qui va se passer, c'est que dans le dossier où vous avez lancé la commande, il va vous créer un fichier de config par défaut et un fichier de bootstrap par défaut. La différence entre les deux, globalement, c'est donc le fichier de config, ça va permettre de définir plusieurs choses au niveau d'Atom lui-même, donc le processus qui va exécuter les tests. Le fichier de bootstrap, c'est ce qui va permettre aux tests de s'exécuter correctement en chargeant par exemple un autoload ou en allant créer des dossiers par défaut ou peu importe, en incluant d'autres librairies éventuellement externes. Donc, -init, ça vous crée directement ces deux fichiers. Super pratique. Voilà, c'est l'équivalent de Composer, Create Project, je crois, ou ce genre de choses. Il y a aussi un init dans Composer. Oui, voilà, init, exactement. Maintenant on y va, donc on a configuré Atom, c'est super. L'idée c'est de commencer à écrire nos tests. Et donc Atom, comme n'importe quelle autre librairie en PHP, fonctionne avec des namespaces, et donc il faut inclure ces namespaces dans notre code avec le mot-clé use. Historiquement, donc Atom est dans le namespace qui s'appelle magic_guy/Atom. Sauf qu'Atom est assez magique et en fait il est aussi dans le namespace qui s'appelle juste Atom. Donc cassez-vous pas la tête à écrire le namespace en entier, vous pouvez juste écrire use Atom, ça fonctionne très bien. La deuxième chose, comme pour PHP Unit ou PHP Spec ou peu importe, donc une classe de test qu'on écrit doit étendre une classe de test fournie par Atom. Okay, donc dans PHP Unit, c'est PHP Unit Framework Test Case. Chez nous, c'est son nom complet, c'est magic_guy Atom Test. Vu qu'Atom est magique, encore une fois,
Cette classe s'appelle aussi juste AtomTest. Donc si vous faites use, vous pouvez faire extends AtomTest. Et ce qui est encore plus magique en fait, c'est que vous pouvez faire useAtom et extends_atom. Ça marche aussi. Donc ça fait gagner 2 secondes, je pense, à chaque fois qu'on écrit un test. Voilà, c'est les trucs de base. Donc ensuite, quand on va commencer à écrire nos tests, on a envie que nos tests soient à peu près lisibles et surtout agréables à écrire. Donc ce qui est bien dans Atom, c'est qu'on a tous ces petits mots-clés là qui permettent de structurer un petit peu nos tests. Si vous avez l'habitude de BIAT par exemple, given, when, then, donc on a ces choses-là aussi dans Atom. Donc c'est des méthodes qu'on va appeler sur this, qui ne font rien en réalité, elles permettent juste de structurer un test. En paramètres de ces méthodes, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ça n'a aucune importance, donc une assignation de variable, un appel d'une autre fonction, peu importe. C'est juste pour donner un petit peu de structure au test. Donc ça c'est la liste complète des méthodes qui permettent de mettre un peu de structure. Donc given, je pense que vous comprenez tous à quoi ça sert, ça permet d'initialiser des choses. Let, c'est un peu pareil que given, c'est juste un alias. Define, encore une fois c'est pareil, ça permet d'initialiser des choses. Ensuite, if, là vous pouvez mettre un petit peu tout ce que vous voulez. If ce dossier existe par exemple, donc if nkdir tel dossier. Then ensuite, ou end si vous voulez enchaîner avec d'autres choses qui sont dans if. Then, vous n'êtes pas obligé de lui mettre les parenthèses, ça peut être juste un mot qui est utilisé comme ça. Et ensuite, vous enchaînez donc avec toutes les assertions standards de Atom derrière. Les assertions d'Atom, donc Atom a un mode de fonctionnement qui est un peu différent des autres frameworks. Les assertions sont toujours en 2 étapes. On va d'abord faire une assertion sur le type et ensuite sur la valeur, toujours. Donc le premier niveau d'assertion, ça va être pour les types assez simples. Donc array, booléen, une classe, un flottant, un entier, une string ou une variable quelconque. Donc ça c'est disponible directement dans vos tests. Ensuite il y a des assertions un petit peu plus évoluées également dans Atom. Par exemple la première, cast_toString, c'est une assertion qui va donc prendre en paramètre un objet et qui va essayer de le caster en string. Donc c'est super utile quand vous avez une classe qui implémente la méthode magique toString pour vérifier que cette méthode est bien implémentée et pour tester le retour qu'elle va vous donner. Donc vous faites cast_toString, $mon objet, et après vous pouvez faire des assertions sur la valeur de retour de toString. Cast_toArray, c'est exactement la même chose, mais ça ne s'applique que aux objets qui sont des itérateurs. En PHP, il y a une méthode qui s'appelle iterator_toArray qui permet de transformer un itérateur en tableau pour pouvoir tester son contenu facilement. Donc ça, c'est les 2 assertions les plus, les plus bizarres d'Atom parce qu'elles vont transformer la valeur qu'on leur passe pour vérifier d'autres choses derrière. Ensuite, on peut asserter sur des intervalles de date, des dates, des itérateurs, des ressources de type fichier, stream ou peu importe. Sizeof, c'est encore une assertion un petit peu bizarre. Donc par exemple, je fais sizeof et je lui passe une variable de type tableau. Je vais pouvoir asserter sur cette valeur comme si c'était un entier. Je fais des assertions sur la taille de ce que je viens de lui passer. Voilà. UTF-8 string pour vérifier qu'une chaîne est bien en UTF-8 et faire des assertions ensuite dessus. Ensuite, il y a des assertions encore un petit peu plus magiques qui permettent de tester les erreurs de PHP. Donc erreurs qui peuvent être levées directement par PHP ou par nous-mêmes dans notre code avec trigger error. Ensuite, l'assertion exception qui permet de vérifier qu'un code va lever une exception. Et la dernière, output, qui va vérifier qu'un code produit bien une sortie, donc à l'aide de echo ou print ou ce genre de choses. Ces 3 assertions, leur particularité, c'est qu'elles prennent une fonction anonyme en paramètre, et dans cette fonction anonyme, on va mettre le code à exécuter pour produire l'erreur, l'exception ou la sortie qu'on attend. Et ensuite, on va pouvoir asserter sur l'erreur, l'exception ou la sortie. Très pratique. Beaucoup mieux que ce que PHP Unit fait avec des annotations en commentaire des méthodes pour dire j'attends une exception qui ressemble à tel truc. Voilà.
Ensuite, encore d'autres assertions. La première, les adapteurs. En fait, je vous conseille de l'oublier, de faire comme si ça n'existait pas. Voilà, c'est pas top. Je vous expliquerai juste après pourquoi. Ensuite, donc, une assertion sur les mocks pour vérifier que certaines choses se sont bien passées sur un mock. Et une assertion dédiée au stream parce que Atom nativement fournit une abstraction du file system, un peu comme VFS Stream sur PHP Unit, donc qui permet de simuler un file system et ensuite de faire des assertions dessus pour dire je veux vérifier que tel dossier a été créé dans mon système de fichiers virtuel. Je ne vous cache pas que cette API-là, elle est assez complexe à utiliser, elle n'est pas forcément ultra user-friendly encore. Donc n'hésitez pas, si vous voulez l'utiliser un jour, contactez-moi. Donc les mocks on l'a vu, les adapteurs, pourquoi je vous dis de l'oublier? Parce que c'est un truc un petit peu historique qui est dans Atom. Et si vous voulez les utiliser, ça va lier votre code de production à Atom, ce qui est assez dommage. Et en fait, Atom aujourd'hui propose autre chose, une autre solution pour remplacer ces choses-là. En gros, les adapteurs, ce qui est utilisé pour moquer les fonctions de PHP dans Atom. Aujourd'hui, Atom sait moquer nativement les fonctions de PHP sans passer par ce genre de choses. Donc n'utilisez jamais les adapteurs, ça vous aidera pas à vous porter bien mentalement justement. Voilà, donc là c'était la première partie des assertions, donc on a vérifié le type de la donnée. Maintenant on va vérifier sa valeur avec tout un tas d'assertions. Qui sont assez standards, donc is equal to, is not equal, is not equal to, is greater, is less, machin, tout ça. Donc les trucs assez standards. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les assertions ne sont pas disponibles partout. Par exemple, je ne pourrais pas faire is less than après avoir fait object, par exemple. Malheureusement, en PHP, on ne peut pas surcharger les opérateurs encore, donc voilà, ça c'est pas possible. Mais globalement c'est assez logique comment elles sont réparties. Is equal to, is identical to et leur inverse sont disponibles partout parce qu'on peut tester des égalités partout. Greater, less uniquement sur les entiers et les flottants. Voilà, c'est réparti de manière assez logique dans Atom. Et ça, je pense que si vous utilisez déjà Atom, vous le savez. Ce que vous savez peut-être pas, c'est ça. Si vous avez fait déjà un peu de Ruby dans votre vie, en Ruby, ils aiment bien implémenter des trucs bizarres comme ça. Et puis un jour dans Atom, on s'est dit est-ce que c'est possible de faire ce que les mecs en Ruby font, mais en PHP? Et ils trouvent que c'est possible, à peu près. Donc si ça vous gave de taper is equal to, vous pouvez taper accolade égal égal dedans. Ça marche aussi. La même chose pour différent, identique, pas identique, supérieur, inférieur, égal, machin, tout ça. Je réaligne l'écran vite fait. Clac. D'autres assertions ensuite. Is nul, is not nul, is true, is machin, is collab, is not false, is not collab, is référence. Donc là vous voyez que sur toutes les premières assertions, j'ai pas mis les parenthèses en fin d'assertion. Parce que dans Atom, tout ce qui ne prend pas de paramètres obligatoires peut être appelé comme une simple propriété. Donc par exemple, je fais une assertion variable machin is nul, j'ai pas besoin de passer de paramètre à is nul, donc j'ai pas besoin de lui mettre de parenthèse si je veux. Voilà. Et les deux dernières, is reference to et is nearly equal to, donc c'est deux assertions un peu spéciales. Donc is reference to c'est disponible sur les variables, ça permet de tester qu'une variable est une référence à une autre. Et la dernière, is nearly equal to, elle est disponible uniquement sur les flottants, parce que vous savez tous que les flottes dans l'informatique c'est très peu précis. Donc 1 divisé par 3 n'est pas égal à 0,3, c'est nearly égal à 0,3, donc on utilise cette assertion-là pour vérifier ces trucs-là, très utile si vous faites des choses monétaires, même si normalement quand vous traitez des données monétaires, vous ne devriez pas les stocker en float. Voilà. Pas beaucoup bien lisible. L'autre truc assez magique dans Atom, c'est qu'on peut aliaser n'importe quelle assertion. Donc par exemple, is equal to, c'est trop long, j'ai pas envie de taper ça à chaque fois. Et bien je peux demander à Atom de m'aliaser ça avec cette petite syntaxe là, donc this from string use is equal to as is. Ok.
Donc là, en fait, j'ai renommé cette assertion en ça, et derrière, ça me permet de faire ça, quoi. String, machin, is atom. C'est que pour les strings. C'est que pour les strings. Non, c'est pour ce que je veux. Non, mais d'accord, comme tu as fait un from string, bah, du coup, ça. Oui, ça applique la modification que sur les strings. Après, si j'ai envie de m'amuser un petit peu et de faire des choses bizarres comme en Ruby, bah, je peux faire from float is nearly equal to égale tilde égal. Et puis après, je peux faire ma bidouille avec mes accolades. Donc ça, c'est super pratique. Bon, ça, faut pas le faire, hein, c'est juste pour s'amuser. Par contre, la première, transformer is equal to en is ou is equal to en equals, tout simplement, ça peut être assez sympa à faire. Pour plusieurs raisons. Bah déjà, c'est plus facile, c'est plus court à taper, les assertions. Et ensuite, par exemple, si je sais pas, vous avez un projet back-end, front-end, par exemple, vous avez des tests qui sont écrits avec Jasmine. Dans Jasmine, l'assertion c'est equals ou EQL. Bah, c'est bien si vous voulez essayer d'unifier un petit peu les syntaxes entre les deux suites de tests, vous pouvez utiliser ces alias. Et vous pouvez les mettre dans une classe de base qui est à vous de test, que vous étendrez dans tous vos tests, comme ça vos alias sont les mêmes toujours partout, vous n'avez pas besoin de répéter tout ça. Ensuite, donc là on a vu les assertions. Maintenant, un peu comme on a des mots-clés qui permettent de structurer les tests dans Atom, on a des sortes de helpers dans les tests qui permettent de faire des choses assez sympas. J'en ai mis qu'un, le plus magique, c'est newTestedInstance et TestedInstance. Qu'est-ce que ça fait en gros? Bah, ça va instancier la classe que je suis en train de tester pour moi, et puis ça va donc pour newTestedInstance, et TestedInstance va me retourner la dernière instance que j'ai instanciée avec newTestedInstance. Tu peux la citer directement aussi. Pardon? Et tu peux la citer directement aussi. Comment ça? Tester d'instance. Oui. Tu peux faire tester d'instance égal et là tu fais ton. Je suis pas sûr que tu puisses la citer. Si tu n'as pas, Ça marche? si t'as pas fait un new Ouais. test instance avant, normalement ça fonctionne pas. Je sais pas. Si, non, mais ouais, de la citer à la main, c'est peut-être qu'on l'a pas. Je l'ai déjà fait et ça marche. Après, je la retrouve partout. C'est quoi? Bah ouais, ça fonctionne aussi. L'intérêt, c'est que j'avais une classe qui était très très longue et très compliquée à instancier. Et du coup, bah, j'ai fait une fonction qui, elle, retourne une instance. Et donc, du coup, je voulais utiliser tester d'instance parce que au début, je l'utilisais partout. Et du coup, bah, pour la citer plus facilement, je l'envoie. Ouais. Plutôt que de faire une fonction anonyme qui retourne l'instance correctement. Bah, typiquement, pour ces besoins-là, j'ai une évole en cours que j'ai peut-être pas poussée. Donc, je vais pouvoir simplifier ce fonctionnement un peu. Toujours garder ta fonction qui instancie ta classe compliquée. Mais en fait, dire à Atom d'utiliser cette fonction-là comme une factory qui sera utilisée par newTestedInstance. Ouais, c'est sympa. Ouais. Et surtout, ça va régler certains soucis avec les SPL feuilles d'objet. Voilà, donc bref, donc, ces deux helpers, ils sont assez sympas. Donc le premier newTestedInstance sans paramètres, bah, si le constructeur de la classe que je teste n'a aucun paramètre obligatoire, j'ai pas besoin de mettre mes parenthèses. S'il a des paramètres obligatoires, bah, faut que je les passe à newTestedInstance. Et après, voilà, on peut écrire notre test tranquillement. Et donc là, on en arrive au mock, parce que souvent, pour instancier la classe que je suis en train de tester, je vais avoir besoin d'objets pour faire du taf, et donc je vais vouloir moquer ces objets. Donc dans Atom, créer un mock, c'est super simple. Il suffit de faire new, /mock, le chemin complet de la classe que je veux moquer. Donc ça va générer la classe du mock et l'instancier immédiatement. Et donc dans $mock, j'aurai une instance de mon mock que je pourrai injecter directement où je veux. Ça c'est cool. Maintenant, parfois, un jour, je vais avoir envie de moquer Doctrine par exemple. Alors je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé. En gros, quand on veut moquer Doctrine, on moque la Terre entière. Et puis à la fin on se suicide. Alors dans Atom, il y a plusieurs choses qui permettent d'arriver plus ou moins à des résultats sympas. La première chose qu'on va voir et qui ne va pas nous aider à moquer Doctrine, mais un petit peu quand même, c'est l'appel à shantParentClassCalls qui est ici. En gros, ça va générer un mock qui étend la classe que je suis en train de moquer, mais qui ne va jamais appeler la classe parente.
Ça reproduit le comportement des mocks de PHP-Unit. Dans PHP-Unit, quand je mock une classe, toutes les méthodes de la classe retournent nulles. Elles n'ont aucun comportement par défaut. Donc là, c'est ce que ça va faire en gros. Ça va juste récupérer les méthodes, leur signature, mais elles ne font rien du tout. Donc ça, c'est cool. Comme ça, par exemple, dans le cas de Doctrine, bah, ça me permet de lui mettre n'importe quoi dans le constructeur tant que ça respecte les interfaces qu'il veut. De toute façon, les méthodes dans Doctrine ne feront rien. Donc elles n'appelleront jamais ces dépendances-là. Maintenant, quand j'ai fait ça, je suis quand même obligé d'instancier plein de mocks de plein d'interfaces pour pouvoir instancier mon mock de Doctrine. Donc dans Atom, il y a un autre truc qui s'appelle Orphanize. Donc je vais rendre une méthode orpheline. Donc en gros, elle n'aura plus de parents, elle n'aura plus de grands-parents, elle n'aura plus rien du tout. Et donc, vu qu'elle n'a plus de grands-parents, plus de parents ou quoi que ce soit, elle n'a plus de signature non plus. Donc elle n'a plus aucun argument requis. Et là, c'est super intéressant pour moquer Doctrine, parce qu'en gros, je peux faire un new entity manager, et j'ai pas besoin de lui passer la terre entière à l'intérieur. Donc il suffit d'appeler Orphanize avec le nom de la méthode qu'on souhaite défoncer. Et le prochain mock qu'on instancie, eh ben, on n'est pas obligé de lui passer les paramètres. Là, en gros, je moque cette classe. Son constructeur, il a 2 paramètres obligatoires. Je rends orphelin son constructeur et je l'instancie sans paramètres. Ça, c'est généralement ce qu'on veut faire avec Doctrine. Et c'est normalement ce qui répond à ton mail, Jonathan. Ouais, je teste. Donc voilà, donc en gros, quand je fais ça, le code de ma classe de mock, ça sera ça, quoi. Donc ça, super pratique quand vous voulez moquer des trucs de librairie externe que vous ne maîtrisez pas et qui ont tout un tas de dépendances. C'est assez pratique. Et donc, une fois qu'on a instancié nos mocks, qu'on les a injectés dans des classes et qu'on les a fait travailler un petit peu, on va vouloir commencer à faire quoi d'ailleurs? J'ai sauté une slide. Ah oui, et oui. Donc instancier les mocks aussi, donc c'est cool, dans Atom c'est facile, c'est new /mock /bidule machin. Et en fait, dans Atom on a simplifié ça, c'est qu'il sait aussi les générer automatiquement pour nous et les instancier pour nous. Si dans ma méthode de test je fais ça, là, donc je mets en paramètre quelque chose qui est une instance de at et quelque chose qui est une instance de Atom va automatiquement m'injecter un mock de chacune de ces classes dans mon test. Et j'aurais plus qu'à les utiliser derrière. Donc en gros, si je fais ça et que j'écris ce test derrière, ces 3 assertions vont passer parce que at est un mock, est un mock, et mock est un mock. Mais là, vous y voyez rien, donc c'est pas grave. Tu n'es pas obligé de faire le provider? Non. C'est récent. Hein, ça, c'est très récent, ouais. Ça doit faire 2 ou 3 versions. Normalement, effectivement, quand on fait ça, Atom s'attend à ce qu'on ait un data provider. Mais quand tous les paramètres sont type-intés avec des noms de classe, par défaut, s'il n'y a pas de data provider, il va générer des mocks pour ces choses-là. Ah, c'est génial. Voilà, donc on n'a plus dans notre test un given avec j'instancie 50 000 mocks, et voilà, on n'a plus qu'à les mettre là-dedans et on les reçoit automatiquement. Ça c'est cool, ça fait gagner un peu de temps à l'écriture. Après, ça ne marche pas dans tous les cas. Il y a une limitation à ça, c'est que si une des 2 classes at ou dans son constructeur des paramètres obligatoires, c'est bon. Atom ne saura pas les instancier tout seul. Il ne va pas faire une résolution en cascade de tout Et même si c'est des interfaces? Si c'est des interfaces, c'est bon. Ça moque l'interface, pas de problème. Oui, voilà. Donc maintenant qu'on a instancié nos mocks, on va vouloir donc leur définir des comportements pour certaines de leurs méthodes. Dans Atom, il y a principalement 2 méthodes pour faire ça. Donc si je veux que la méthode foo de $mock retourne une valeur qui est toujours la même, il me suffit de faire comme ça. Donc this calling $mock foo, j'appelle foo sur mock, ça me retourne une chaîne qui a la valeur value. Après, si je veux quelque chose d'un peu plus dynamique, à la place de passer une valeur comme ça directement, je peux passer une fonction anonyme qui aura un petit peu de logique et qui va me retourner des valeurs différentes en fonction du contexte. Donc ça, c'est les deux manières de faire dans Atom.
Après, on peut faire des choses un peu plus avancées, qui sont ces choses-là. En gros, par exemple, je vais appeler 4 fois la méthode foo et j'aimerais qu'à chaque fois elle me retourne un truc différent. Ce qui peut arriver. Dans Atom, on va pouvoir le définir. Dans PHP-Unit, ça s'appelle le onConsecutive call. Nous, c'est différent. En gros, donc, chaque appel comme ça, c'est un tableau en réalité, une espèce de tableau, dans lequel on peut définir des index. Donc en gros, le 0, c'est la valeur qui sera retournée par défaut tout le temps si j'ai pas d'autres règles qui me disent quoi retourner. Mais on peut aussi dire comme ça. Donc par défaut, tu retourneras toujours hello. Par contre, au premier appel, tu vas retourner world. Au deuxième appel, tu vas retourner end others. Et au 3, 4, 5, centième, millième appel, tu retourneras hello parce que c'est la valeur par défaut de toute façon. Si on saute un index, c'est pas grave. Ça prend la valeur par défaut. Ouais. Donc là, si j'avais mis 3, ça aurait fait world, hello et ça. Ensuite, parfois, on va vouloir faire lever des exceptions par nos mocks. Et donc là, Atom nous propose un petit truc qui va bien aussi, c'est de faire throw comme ça, et égale l'exception que je veux lever. Et quand je vais appeler la méthode foo sur mon mock, bah, ça va automatiquement lever cette exception. Ensuite, il y a les deux trucs un peu magiques, qui sont does nothing et does something. C'est assez marrant. Globalement, donc does nothing, qu'est-ce que ça va faire? Ça va dire bah, la méthode foo, tu retournes nul. Donc voilà, terminé. Et does something, ça va restaurer le comportement qu'il y avait avant que j'appelle does nothing. Voilà. Pour vous dire la vérité, je pense que j'ai jamais utilisé celui-là, le does something. Par contre, le does nothing, c'est assez cool. Au lieu de faire foo égale nul, on fait foo flèche does nothing. Perso, je trouve que c'est un peu plus parlant, mais voilà, après c'est à la préférence de chacun. Et donc, maintenant on a instancié nos mocks, on a défini leur comportement, on les a fait travailler dans notre test et on va vouloir commencer à faire des assertions dessus. Donc tout ça, ça fonctionne avec l'assertion mock qu'on a vu tout au début, et avec tout ce qui va derrière. Donc si je veux vérifier que la méthode foo a bien été appelée, je vais dire sur le mock, je veux que tu vérifies que foo a été appelé une fois, 2 fois, 3 fois, exactement 4 fois ou au moins 2 fois. Voilà, donc ça c'est tous les trucs qui existent dans Atom. Et puis voilà, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Donc foo a été appelé une fois, ou 2 fois, ou 3 fois, ou exactement 4, ou au moins 2 fois. Et encore une fois, bah, on est allé voir du côté de Ruby, et les mecs ils faisaient des trucs un peu space avec ça. Donc on a fait ça. Donc on va faire call foo flèche entre accolade 4. Ça sera exactement identique que si j'avais fait call foo exactly 4. Voilà. Ensuite, donc vérifier les appels et le nombre d'appels, c'est intéressant, mais par contre, on va vouloir vérifier que ces appels ont été faits avec les bons arguments. Et donc là, bah, Atom, encore une fois, il nous donne tout ce qu'il faut, donc avec les assertions with argument, with identical argument, with at least argument, et tout un tas d'autres choses, qui nous permettent donc de vérifier les arguments. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que les assertions qui ne contiennent pas le mot identical vont faire des vérifications en double égal, donc pas strict, et toutes les autres vont être très strictes. Et les deux dernières, with any argument, bah ça, je m'en fous, tant qu'il y a eu au moins un argument, c'est cool. Et la dernière, without any argument, bah, il faut qu'il n'y ait eu aucun argument. Et là, ça commence à devenir intéressant. Là, c'est des trucs assez magiques avec les mocks, c'est qu'on peut vérifier que certaines choses ont été appelées avant ou après d'autres choses. Donc c'est assez intéressant. Par exemple, dans le cadre d'une base de données, donc j'ai moqué Doctrine depuis tout à l'heure et tout, c'est cool. Maintenant, j'aimerais bien que
quand j'appelle la méthode persist sur je ne sais pas quel repository, je veux m'assurer que le persist va démarrer une transaction, insérer mes données et committer ou rollbacker la transaction en fonction de ce qui s'est passé. Là, je dois m'assurer que ces choses-là ont été faites dans un certain ordre. Et donc, je vais pouvoir utiliser ces choses-là en disant je veux que sur Doctrine, la méthode beginTransaction ait été appelée avant la méthode insert et que la méthode insert ait été appelée avant la méthode commit, par exemple. Donc la syntaxe, elle est comme ça. Donc je call la méthode with argument, with any argument, peu importe. Ensuite before, l'autre appel. Et en dernier, combien de fois. C'est exactement la même chose avec after. C'est tout à fait la même syntaxe. Donc ça, c'est voilà, super utile dans le cas où vous voulez vérifier qu'il y a, par exemple, des transactions en base de données. Si vous travaillez avec des fichiers, par exemple, vous voulez vérifier qu'avant d'écrire dans un fichier, vous avez bien mis un lock dessus pour que personne l'ouvre en écriture en même temps que vous, ou ce genre de choses. Après, on peut aller encore un peu plus loin avec ces choses-là et les imbriquer à l'infini, hein, les before, after et tout et tout. Voilà, il faut juste faire gaffe parce qu'après, au bout d'un moment, on comprend plus rien. Mais voilà, il y a quelques cas où c'est vraiment utile. Hop, on en remet un peu bien. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. On a écrit une classe de test avec des mocks, on a instancié des choses et tout. Maintenant, on va vouloir les exécuter. Et dans Atom, il y a 3 façons d'exécuter ces tests. La plupart du temps, nos utilisateurs n'en connaissent qu'une, qui est la méthode par défaut. Et en réalité, il y en a 3. Donc cette méthode qui n'est pas la méthode par défaut, qui s'appelle l'engine, donc le moyen d'exécution dans Atom s'appelle l'engine. Et donc le inline, qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre chaque méthode de test de votre suite et il va les exécuter dans un seul et même processus qui est le même processus que celui du bin Atom, en gros. Donc c'est super bien parce que ça va super vite. C'est super pas bien parce que s'il y a une fatale quelque part dans votre test, ça arrête tout, en gros. Un peu comme dans PHP Unit, avant que PHP 7 nous permette de cacher plein d'erreurs, sauf que dans PHP Unit, c'était à peu près n'importe quelle erreur qui faisait tout planter. Du coup, voilà. ici, si par exemple on a des mocks, puis que dans une autre classe, on ne moque pas, on risque d'avoir des conflits. Il faut faire attention à ça, effectivement. Quand vous êtes en inline, vu que vous partagez le même processus, donc le même espace mémoire, blablabla, tout ça, si vous générez un mock d'une classe A dans un test, et que vous essayez de régénérer un mock de cette même classe dans un autre test, ben en fait c'est le premier qui a été généré qui a raison. Donc par exemple, si vous avez rendu orphelin le constructeur dans un test, et que dans un autre test vous vous attendez à ce qu'il soit pas orphelin, ben c'est dommage, il sera orphelin. Voilà, donc ça c'est inline, c'est vachement bien, ça va super vite. L'autre chose aussi, c'est que parfois, il y a des gens qui essayent de migrer des suites de tests un peu legacy, donc qui viennent de Simple Test ou Lime ou ce genre de choses. Et dans ces outils-là, les tests étaient écrits vraiment séquentiellement et dans un ordre qui avait une certaine logique. Donc ça veut dire que le test A il doit s'exécuter avant le test B dans tous les cas. Si vous portez ces suites de tests à l'identique dans Atom, il faudra dans la plupart des cas utiliser ce moteur d'exécution-là, inline, parce que lui va vous garantir l'ordre d'exécution des tests. Ensuite, le deuxième moteur d'exécution qui devient un peu plus intéressant, qui s'appelle Isolate. Donc lui, il va toujours exécuter les tests de manière séquentielle, dans un ordre qui va bien, sauf qu'ils seront exécutés chacun dans un processus différent. Et donc là, déjà, on supprime le problème qu'on avait avec les mocks. Parce qu'on est systématiquement dans un processus différent. Donc un mock que j'ai généré dans le test A n'existera pas dans le test B, donc je peux le régénérer comme je veux. Donc dans ma classe, si j'ai 3 méthodes de test, il va vraiment se passer ça. Ça va exécuter la première dans un processus, la seconde dans un autre, la troisième dans un dernier processus. Et en bas en pointillé, donc c'est le bin Atom, quoi. Lui il vit sa vie tranquillement de son côté. Donc là, déjà, si vous avez une fatale dans un test, ça ne fait pas tout péter.
Les autres tests pourront continuer tranquillement leur vie. Si, je vais dire un dernier truc. En termes de rapidité, ça, par rapport à l'inline, c'est très lent. Parce que faut booter 3 processus. Et en plus, il faut attendre que le premier est terminé pour lancer le deuxième et que le deuxième est fini pour lancer le troisième. Donc ça, c'est moyen en termes de perf. Et on a le troisième engine, donc celui-là c'est celui par défaut. Donc c'est celui que vous connaissez tous si vous n'avez jamais changé le moteur d'exécution. Donc concurrent, lui qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il prend toutes les méthodes de test, il les met chacune dans un processus et il lance tous les processus en parallèle. Donc on a tous les gains qui vont bien de l'isolation, donc plus de conflits avec les mocks, ça casse pas tout si j'ai une fatale, un test ne va pas impacter un autre test si je modifie l'environnement global, enfin voilà, plein de choses comme ça. En termes de perf, ça va super vite, quand même, c'est toujours plus lent que le inline, mais ça va quand même relativement vite. Et c'est quoi l'autre avantage de ça? C'est que aujourd'hui on a tous des machines avec plein de CPU de la mort, au moins 4, 8 ou je sais pas combien de processeurs. Pardon. Donc ça exploite un maximum tous les CPU qui existent, parce que chaque processus qui est lancé ici va se mettre sur un CPU tranquillement pendant que les autres tournent en même temps sur d'autres CPU. Et donc ça commence à devenir intéressant. Faites gaffe, si vous êtes dans le train, que vous bossez sur du PHP, que vous utilisez Atom, ne lancez pas trop vos tests comme ça parce que votre batterie ne va pas durer longtemps. Voilà. Par contre, c'est garanti pas là. Là non, random, complètement. On ne sait pas quand ils seront lancés et on ne sait pas quand ils finiront, vu qu'ils sont tous en parallèle dans la nature, ils font leur vie. Voilà, donc juste avant j'ai montré, donc en mettant la notation au niveau de la classe, on définit le moteur d'exécution globalement pour toutes les méthodes qui sont dans la classe. Mais en fait on peut aussi le faire au niveau de chaque méthode, et ce qui est super magique c'est qu'on peut mélanger les moteurs d'exécution dans une même classe de test. Donc là globalement si je fais ça, donc test A et B sont en inline, ensuite C, isolate et les deux derniers en concurrente, d'ailleurs là il y a une grosse fatale. Ça fait ça en termes de timeline, donc je vais avoir les deux premiers qui vont être exécutés dans le même processus séquentiellement. Ensuite, il y a celui-là qui est en isolé qui va s'exécuter tout seul. Et pour finir, les deux derniers vont courir en parallèle tranquillement. Donc ça c'est complètement faisable, il n'y a pas de souci, vous pouvez mélanger les engines et tout, c'est la fête. Ensuite, donc parfois vous allez avoir besoin d'utiliser les hooks. Donc on connaît tous très bien setup et teardown. Donc je prépare l'environnement de test et je le détruis à la fin. Donc ces deux hooks existent dans Atom, mais il y en a encore deux supplémentaires dans Atom qui s'appellent Before Test Method et After Test Method. Alors pourquoi on a rajouté deux nouveaux hooks que personne ne fait? C'est pas parce que si PHP Unit s'est mis à le faire à un moment. J'utilise plus les deux dernières que les deux premières. Ouais, en fait, les deux premières dans Atom, elles servent pratiquement à rien. En fait, je trouve qu'elles sont générales à toutes les c'est plus compliqué que ça, mais on va le voir avec le dessin. Donc pourquoi on a créé les Before Test Method et After Test Method? Tout simplement à cause des différents moteurs d'exécution et du fait qu'ils peuvent lancer les méthodes en isolation, éventuellement en parallèle. Et surtout que c'est dans des processus différents. Donc en gros ce qui se passe, donc le petit truc en pointillé là c'est bin atom en gros. Donc là je lance bin atom ici, il va trouver ma classe de test, il va l'instancier, la première chose qu'il va faire c'est qu'il va lancer setup dans ce processus là. Ensuite il va dire, j'ai pas mes méthodes de test, bon bref, plus loin il y a une méthode de test. Ok, donc avant de lancer ma méthode de test, je lance Before Test Method. Ensuite, je lance la méthode de test qui va bien avec le moteur. À la fin, je lance ça. Même chose pour la deuxième méthode de test. Troisième méthode de test aussi. Ah tiens, j'ai fini mon test. Hop, je lance Teardown dans ce processus-là. Ce qui se passe donc, c'est ce qui est effectué dans Setup et Teardown. Dans certains cas, ne va pas s'appliquer à la méthode de test. Si je suis dans un engine isolé, Setup et Before Test Method seront exécutés dans deux processus différents. Donc il faut faire super attention à ça.
Ceux qui sont habitués à faire du PHP Unit, par exemple, dans Setup, ils vont initialiser le connecteur à la base de données, par exemple, et essayer de l'utiliser dans leur méthode de test. Ça ne fonctionnera pas dans Atom. Il faut initialiser le connecteur dans Before Test Method. Donc voilà la subtilité, mais globalement, n'utilisez pas Setup et Teardown. Chez nous, ça sert à que dalle. Bah voilà, avec un engine isolé, ce qui se passe. Donc Setup et Teardown, ils sont exécutés sur les pointillés en bas, et puis les autres, ils sont exécutés ailleurs. Donc même chose après. Donc là, ça y est, on a notre test, il est configuré, on a choisi nos moteurs d'exécution, on a configuré nos routes éventuellement. On va vouloir lancer notre suite de test. Donc dans Atom, la ligne de commande c'est bin Atom. Si on utilise Composer, c'est dans Vendor bin Atom. Si on utilise une vieille version de Composer, c'est dans Vendor Atom, bin Atom. Voilà. Ensuite, donc, cette ligne de commande, elle a plusieurs arguments qui permettent de faire différentes choses. Donc, par exemple, l'argument -d pour dire lance tous les tests qui sont dans ce dossier-là. L'argument -f pour dire lance le test qui se trouve dans ce fichier-là. Et ensuite, on a quelques petits arguments intéressants pour filtrer les tests qu'on souhaite lancer. Donc, je vais lui dire tu lances tout ce qui est dans le dossier test unit, mais uniquement ceux qui ont le namespace my namespace, par exemple. Donc ça on le fait avec l'argument -ns en version courte et -namespace en version longue. On peut faire la même chose, filtrer des méthodes de test spécifiques. Donc prends tous les tests qui sont dans le dossier test unit, mais tu lances uniquement ceux qui sont dans my namespace class et que la méthode c'est test foo. Et après la dernière chose, c'est que donc, Atom propose des tags aussi. On peut taguer les méthodes et les classes de test avec une annotation @tag et des noms de tags. Et on peut utiliser ces tags-là pour filtrer ensuite à l'exécution avec la ligne de commande avec -t. Donc ça c'est assez pratique les tags globalement. On en discutait ce matin ici. Atom ne propose pas de notion de suite de tests comme le fait PHP Unit par exemple. En fait vous pouvez à peu près reproduire cette chose-là avec des tags. Donc si on le fait à la PHP Unit par exemple, vous avez le tag fast pour les tests qui vont super vite, slow pour les tests qui vont doucement. Et donc après vous pouvez vous dire sur votre machine pendant que vous êtes en dev, vous lancez uniquement ceux qui sont super fast et en intégration continue vous lancez aussi ceux qui sont slow. Et donc pour faire ça vous pouvez utiliser le -t avec les tags. Ensuite, on peut un petit peu modifier le comportement de Atom à travers la ligne de commande. Il y a deux choses qui sont possibles dans Atom, c'est donc déjà qu'une méthode de test soit vide. Pareil, j'en parlais ce matin encore. Des fois dans PHP Unit, on lit les tests, et en fait dans le test, ce qui se passe, c'est qu'il y a juste une méthode qui est appelée sur les classes, et puis advienne que pourra, voilà, ça passe pas, on n'en sait un peu trop rien. La méthode, elle retourne ce qu'on veut, elle retourne pas ce qu'on veut, on n'en sait rien. Dans Atom, ce genre de méthodes de test, elles sont considérées comme void en fait. Il n'y a aucune assertion dedans, elles sont vides. Mais par défaut, Atom les exécute, et puis si aucune erreur ou exception n'est levée par ces choses-là, il dit très bien, c'est cool, c'est vide, mais tout va bien, et puis à la fin il va nous dire attention, il y avait une méthode vide. On peut lui demander de fail quand il trouve une méthode vide. Avec le premier argument, fail if void method. Donc à partir du moment où il y a une méthode qui n'a aucune assertion dans votre suite de test, Atom va fail. Si vous êtes en intégration continue, ça met votre job en rouge. Et la deuxième, c'est fail if skip method. Donc même chose, dans Atom on peut skipper une méthode. Par exemple, j'ai tagué une méthode pour qu'elle ne s'exécute que si j'ai l'extension XML chargée dans mon PHP par exemple. Et donc à Atom on le lance, il voit que l'extension n'est pas chargée, il va skipper cette méthode et puis il va dire très bien, je vais juste skipper la méthode. Mais on peut aussi lui demander de fail si jamais il skip une méthode quelque part. Donc ça c'est surtout intéressant pour valider votre environnement par exemple d'intégration continue. Quand vous êtes en intégration continue, vous voulez que tous vos tests soient lancés, quoi. Vous ne voulez pas en skipper, donc vous pouvez utiliser cet argument là, et puis tant que ça fail, ça veut dire qu'il manque quelque chose dans votre environnement. Pardon. Le mode loop, c'est de la bombe.
C'est une feature qui est super vieille et j'avais pas mal gavé Fred pour qu'il implémente ça au départ. C'est juste magique, hein, on lance Atom en mode loop, et puis on écrit un texte, on appuie sur entrée, ça relance, on écrit, on appuie sur entrée, ça relance, et puis quand c'est vert, donc très bien, prochaine exécution, ça relance toute la suite de tests. S'il y a un test qui fail, Atom va le garder en mémoire. Ensuite, à chaque fois qu'on relance, il va relancer uniquement le test qui fail, jusqu'à ce que ce test passe. Et une fois que le test passe, il relance toute la suite de tests pour vérifier qu'on n'a rien pété d'autre, et ainsi de suite. Donc ça permet d'aller assez vite en mode test driven. C'est super cool. D'ailleurs, Adrien a amélioré ce mode-là à travers une extension qui loupe toute seule maintenant. Il n'y a même plus besoin d'appuyer sur entrée, c'est encore plus magique. Par contre, ça marche pas avec les -m, c'est normal. -m, -m, ça tente. loop et -m. Ouais, faudra que je vérifie. Possible. Debug, donc qui est un autre argument un petit peu sympa de Atom. En gros, donc je ne les ai pas présentés avant, mais Atom il propose quelques petits helpers qui sont assez sympas pour débugger ce qui se passe dans nos tests. Par exemple, ces helpers sont dump, donc je fais flash dump quelque chose, ou dump on failure, ou execute on failure. Donc ces helpers ne sont activés que si lors de l'exécution de mes tests, je passe l'argument -debug. Et donc ils permettent de faire des choses assez sympas. Déjà dump, c'est comme un var dump quoi. C'est d'ailleurs juste un appel à var dump, sauf qu'on l'a un petit peu bidouillé pour que ça casse pas l'interface fluide de Atom. Ensuite il y a dump on failure. Donc lui il va dumper la variable que si un fail a eu lieu dans le test. Et il y a execute on failure qui va s'exécuter uniquement s'il y a eu un fail dans le test. Je ne peux pas vous donner de cas d'usage pour dump on failure ou execute on failure parce que j'en ai pas, je ne les ai jamais utilisés. C'est une demande qui nous a été faite un jour, on l'a implémenté. J'utilise dump de temps en temps. Donc c'est assez pratique, voilà, parce que même si on oublie un dump au milieu d'un test, on ne va pas polluer nos rapports en intégration continue ou ailleurs, parce que généralement en intégration continue on n'a pas cet argument-là. Donc voilà, c'est assez pratique. Ensuite, on peut utiliser Xdebug avec Atom. Alors, pas sur PHP 7, parce que c'est compliqué, parce que ça fait faute beaucoup et qu'on ne comprend pas pourquoi on fait. Mais en tout cas, jusqu'à 5.6, sans souci, les dernières versions, vous pouvez utiliser Xdebug pour faire du pas à pas dans vos tests. Donc, c'est assez pratique. Donc il suffit d'utiliser cet argument au moment où vous lancez les tests, -xdebug config, et là-dedans en fait il faut passer une chaîne de configuration sous forme de variable d'environnement pour xdebug, donc là on lui met IDE key et ce genre de choses. Vous passez ça donc là-dedans et ensuite donc Atom va s'exécuter. Quand il va démarrer un sous-processus pour exécuter une méthode de test, il va passer cette configuration là à xdebug et xdebug va dire ah ouais ok tu m'as dit de me connecter à tel machin sur tel port, donc hop il y va. Ce qui fait que si vous avez lancé le debugger dans votre PHP Store, NetBeans ou peu importe, Xdebug va s'y connecter et après vous pourrez faire du pas à pas dans les tests. S'il y a des utilisateurs de NetBeans ici, c'est natif, vous n'avez même pas besoin d'utiliser l'argument dans NetBeans, il suffit de lui dire le debug test et si vous utilisez Atom, ça marche tout seul. D'ailleurs, c'est pour eux qu'on a développé ça. Voilà, donc là on lance Atom, il faut passer plein d'arguments et tout pour arriver à ce qu'on veut, donc -d pour lui dire où est-ce que nos tests se trouvent, éventuellement filtrer avec -t ou quoi. Donc dans Atom, comme dans la plupart des outils qui s'utilisent en ligne de commande, on a un fichier de configuration. La spécificité chez nous, c'est que le fichier de configuration est en PHP. C'est bien, c'est pas bien. Je vous laisserai en juger. Nous, tout ce qu'on dit, c'est que c'est cool que ce soit en PHP parce qu'on peut coder la configuration un peu comme on veut. On peut mettre des ifs, on peut mettre des choses, on peut define des constantes, un peu comme je le fais là. Ça, globalement, c'est le fichier de configuration de base qui dit juste à Atom mes tests se trouvent dans tel dossier. Ce que ça permet de faire, d'avoir ça, c'est qu'après, pour lancer tous mes tests, je fais juste vendor bin Atom entrée,
et il va exécuter tout ce qui est dans le test unit, tout seul, parce que dans le fichier de config, on lui a dit où ça se trouvait. Après, la configuration dans Atom, c'est assez magique aussi. Donc, si j'ai cette arborescence-là, ok, donc dans mon projet, j'ai un fichier de configuration qui se trouve ici. Et dans le dossier parent de mon projet, j'ai un autre fichier de configuration qui se trouve là. Bah, si je lance Atom, il va voir qu'il y a deux fichiers de config dans le vendeur et dans le projet, et donc il va charger les deux automatiquement. Donc ça c'est assez cool. Par exemple, pour une chose, ça je le sais parce que je l'utilise tout le temps, le moins loop. Par exemple, moi quand je lance Atom en local chez moi, que je suis en développement, je veux que ça loupe, peu importe ce qui se passe. Sauf que je ne peux pas mettre moins loop dans un fichier de configuration de mon projet, parce qu'après quand je lance mes tests sur Travis, ça va essayer de looper et ça ne marchera pas. Donc ce que je fais, c'est que dans mon home, j'ai un fichier qui s'appelle .atom.php et dedans j'active le mode loop. Comme ça, n'importe quel test Atom que je lance pour n'importe quel projet qui se trouve quelque part en dessous de mon home, le mode loop sera activé. Il faut que tu sois dans le dossier de ton... Il faut que ça soit dans un dossier enfant, de là où se trouve le fichier de config que je veux charger. Ah d'accord. Voilà. Mais moi, en tout cas dans ma config, tous mes dépôts Git sont quelque part dans mon home. Donc en fait, dans mon home, à côté de mon bash rc, j'ai un .atom.php qui est... le Atom depuis ton home. Non, je le lance depuis le projet, mais Atom il va chercher en remontant l'arbre jusqu'à la racine et il voit que, ah tiens, à cet endroit-là, il y a un fichier de config, allez hop, je le charge. Okay. Voilà. Donc il les charge tous comme ça en remontant l'arbre. Donc c'est cool dans certains cas, par exemple comme celui-là, pour personnaliser une config qui n'existe que chez vous et qui s'applique à peu près partout chez vous. Des fois ça peut être piégeux, il suffit qu'on ait laissé un fichier de config à tout traîner quelque part et des fois ça ne fait pas complètement ce qu'on veut. Donc il faut bien faire gaffe. Quand vous avez un doute, vous pouvez utiliser cet argument-là en ligne de commande, plus verbose. Et comme ça en fait il va vous afficher ces choses-là en vous disant j'ai chargé tel fichier de configuration, tel fichier, je prends ce bootstrap et tout. Voilà, donc n'hésitez pas quand vous voyez des trucs bizarres. Ensuite, quand vous utilisez plus verbose, s'il n'y a pas assez de détails, vous pouvez faire plus verbose, et s'il n'y a encore pas assez de détails, vous pouvez faire plus verbose. Voilà. Donc ça, le fichier de config, voilà. Donc ça s'inclut en remontant l'arbre. Donc dans ce fichier de config, les autres choses qu'on peut faire, c'est ajouter des nouveaux rapports à Atom. On connaît tous bien donc, le rapport en ligne de commande par défaut avec les petites progress bars qui se remplissent et tout, machin, il y a du bleu, du blanc et tout. Globalement, pour activer ce truc-là, c'est comme si vous faisiez ça dans votre fichier de config, script at default report. Le truc, c'est que c'est pas obligé de le faire parce que c'est le rapport par défaut, donc si on ne le fait pas, ça marche quand même. Par contre, ce qui peut être intéressant de faire, c'est par exemple ajouter un rapport XUnit quand on est dans Jenkins pour avoir une jolie liste de nos tests et des erreurs qui vont bien. Donc ça se fait dans le fichier .atom.php. Encore une fois, là vous pouvez utiliser le chargement des fichiers de config comme je vous le disais. Sauf qu'à la place de le mettre dans votre home, vous le mettez dans la racine de votre serveur Jenkins. Vous mettez un fichier de config dans Atom avec ce contenu-là. Tous les jobs Jenkins qui seront lancés et qui lanceront Atom produiront un rapport XUnit automatiquement, sans que vous ayez à rajouter quoi que ce soit dans votre projet. Sur chacun des projets. Ouais. Ça c'est un peu la magie du bousin. Donc rajouter un rapport XUnit, c'est comme ça. Le rapport est livré en standard dans Atom. C'est un rapport asynchrone, donc ce qu'on appelle un rapport asynchrone dans Atom, c'est quelque chose qui va produire une sortie à la fin de la suite de tests. Donc lui c'est un rapport asynchrone XUnit. Il faut qu'on lui donne un fichier de sortie, donc atom.xunit.xml ou peu importe. Et ensuite on fait runner add report XUnit report, et puis c'est parti, ça va produire un XUnit. Petite question par rapport à justement la remontée des configs. Comment ça se passe? Il y a deux choses qui écrivent dans... Enfin, je sais pas, il y en a un qui dit j'active le mode loop et l'autre qui dit désactive. C'est le dernier qui a raison. Le dernier qui est chargé qui a raison. Et le dernier qui est chargé, c'est celui qui est le plus non, dans les parents. plus spécifique. Le plus spécifique. Okay. Voilà. Donc ça pour le rapport XUnit. Maintenant on
aussi un rapport sur la couverture du code, dans Jenkins, par exemple. On peut activer le rapport Clover. Donc Clover, c'est un format XML, un peu comme le XUnit, mais pour la couverture du code. C'est exactement la même manière, c'est un rapport asynchrone, il s'appelle Clover, on lui donne un fichier, on l'ajoute dans le runner, et encore une fois, on peut mettre ça dans un fichier global de la mort sur notre serveur Jenkins, et ça marche. Pour info, parce qu'il y a des gens ici qui ont essayé, il y a un outil qui s'appelle Sonar qui est très utilisé pour la qualité du code et l'inspection continue. Sonar fait une présentation de la couverture du code à l'aide du rapport Clover, sauf qu'il se base sur le Clover implémenté par PHPUnit qui n'est pas conforme à l'aspect Clover. Donc en fait, notre rapport Clover ne fonctionne pas avec Sonar. Parce que Sonar n'utilise pas le... Parce que Sonar utilise l'implémentation de PHPUnit qui ne respecte pas l'aspect. Mais Alexis, qui est ici, nous a développé un rapport Sonar Clover alternatif qui fonctionne sur Clover, sauf qu'il est livré par une extension, pas en natif dans Atom, malheureusement. Voilà, donc ça c'était les deux rapports à peu près les plus intéressants que je vous ai présentés, donc ils sont vraiment super utiles en intégration continue. Il y en a plein d'autres dans Atom. Donc le real time, c'est le rapport par défaut, c'est celui que vous connaissez en CLI avec les progress bars. Il y en a un autre qui s'appelle Light Report. C'est en CLI, c'est des progress bars, mais une seule grande progress bar pour tous les tests avec beaucoup moins d'infos et tout. Ce rapport-là, si vous voulez l'activer, il n'y a pas besoin de passer par le fichier de configuration. Vous faites c'est quoi l'argument ? Moins ULR en ligne de commande ou moins use light report. Et ça va automatiquement switcher de real time à light. Ensuite, il y a le rapport TAP. Si vous connaissez ce format, c'est Test Anything Protocol. Donc c'est une spec qui définit un format de rapport standardisé. Et l'avantage de ce rapport, en fait, c'est qu'il peut être très facilement parsé par des machines. Et donc ce rapport, par exemple, est utilisé par le plugin PHP Storm qu'Adrien a développé, ou par le plugin Atom que moi-même j'ai développé, ou par NetBeans dans leur plugin qui a été développé chez Oracle. Ce rapport-là, exactement comme le rapport Light, vous n'êtes pas obligé de passer par le fichier de config pour l'activer. En ligne de commande, c'est use tap report. Et ça va switcher sur ce rapport-là. Ensuite, les autres qui sont un peu intéressants. Coveralls, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un service en ligne qui permet de pousser des rapports de couverture de code. Et donc lui, il vous fait un joli truc en HTML où vous pouvez voir les lignes que vous avez couvertes ou quoi. Donc ça c'est natif, c'est dans Atom, c'est livré en standard. Il suffit de le configurer, puis filer votre token Coveralls et il va pousser tout le rapport là-dedans. Donc les rapports pour Sonar, comme je vous disais, c'est livré par une extension qu'Alexis a écrit. Et on a un rapport de couverture au format HTML directement dans Atom que vous pouvez activer avec fichier de configuration. Voilà, ça va vous sortir un truc en HTML. Voilà, c'est assez brut, mais bon, ça fait le taf. Ensuite, on a trippé, hein, bien sûr, on a fait des rapports qui sont beaucoup plus inutiles, mais qui sont là quand même. Donc le Nyan 4 et Père Noël. Et le logo d'Atom, en fait, c'est des choses qui viennent s'ajouter avant, après le rapport. Donc en gros, quand vous lancez vos tests, vous avez une tête de taureau couleur normale. Et à la fin, si vos tests sont verts, une tête de taureau verte ou rouge s'il y a un fail. J'ai mis 3 petits points parce qu'il y en a certainement d'autres que je ne les ai plus en tête. Voilà. Ensuite, les autres trucs qui sont reliés à Atom, mais pas directement livrés avec Atom, c'est les extensions. Ça a été introduit il y a quelques temps, mais à l'échelle temporelle d'Atom, c'était il n'y a pas très longtemps. Ça doit faire genre, je sais pas, moins d'1 an peut-être. Je sais pas, j'ai plus trop d'idées. Bref, ces extensions, elles permettent d'ajouter des fonctionnalités à Atom ou de modifier certaines fonctionnalités d'Atom. Par exemple, la première, c'est le meilleur exemple, Visibility Extension. Dans Atom, les mocks sont limités à tout ce qui est public. Et parfois, il y a des gens qui ont envie de moquer les choses protected ou quoi. Donc si vous installez cette extension dans Atom, en fait ça va supprimer cette restriction au niveau du moteur de mock et vous pourrez moquer des méthodes protectives par exemple.
Ensuite, l'extension Autoloop, je vous en parlais tout à l'heure, donc c'est ce qu'Adrien a développé. C'est le mode loop, mais en fait, il n'y a plus aucune intervention humaine. C'est genre, on active ce mode et à chaque fois qu'on modifie un fichier, Atom le détecte automatiquement et il relance tout seul les tests comme ça va bien. L'extension Reports Extension, donc c'est une extension qui fournit des rapports additionnels. Donc c'est dans celle-ci que vous trouverez les rapports pour Sonar si vous utilisez Sonar. Il y a également un autre rapport de couverture de code au format HTML dans cette extension qui est super intéressant parce que il apporte quelque chose de plus qui est la couverture des branches. En gros, dans Atom comme ailleurs, généralement on se limitait à la couverture du code à la ligne. En fait, il y a encore au moins deux autres types de couverture de code qui sont les branches et les chemins. Et donc avec les dernières versions d'Xdebug, supérieures à 2.3 je crois si je ne dis pas de bêtises, et cette extension et le rapport qui va bien, bah vous avez une représentation graphique des branches et des chemins dans votre code, donc c'est un graphe quoi, globalement, qui vous dit bah ok tu as couvert telle et telle ligne, mais en fait cette condition là, bah, tu as fait que le cas où elle est vraie mais pas le cas où elle est fausse. Ou tu as fait que, quand c'est une condition où il y a un ou, bah, tu as fait qu'un seul cas du ou et pas l'autre. Donc c'est assez intéressant. L'extension BDD, c'est une des premières extensions que j'avais développées pour Atom. Alors là, ça change complètement la syntaxe d'Atom, le rapport, ça change tout. En gros, Atom, ça devient un truc PHP spec-like, mais pas tout à fait. On écrit les tests un peu plus en mode BDD. Les méthodes, c'est plus test machin, mais c'est each, should, blablabla. Voilà. Ensuite, l'extension déprecative d'extension. Bah, à chaque fois que vous testez du code et que ce code lève des déprecatives, à la fin, Atom vous fait un petit rapport en disant bah, attention, tu as appelé des choses qui sont dépréciées, vaut mieux les corriger. Super bien si vous migrez par exemple de Symfony 2 quelque chose vers 3. Par exemple, vous exécutez votre fil de test, il va vous dire toutes les choses dépréciées du moment où vous avez une couverture qui est assez cool. L'extension Blackfire, Adrien encore une fois, bah, ça vous met du Blackfire dans votre Atom. Donc ça vous permet de profiler au milieu de vos tests des petits bouts de code. Et ce qui est cool par-dessus ça, c'est que ça vous permet de faire des insertions sur les perfs aussi de votre code. Donc vous pouvez imaginer tout un tas de trucs, mais vérifiez qu'au milieu d'une boucle, vous ne faites pas 12 milliards d'appels à Doctrine par exemple. Vous pouvez le faire avec l'extension Blackfire. Par contre, là, il faut la version payante de Blackfire. Oui. Ou la version gratos si vous avez, enfin, ou négocier des joueurs gratos avec les gars, mais voilà. Voilà, sinon c'est à peu près fini pour tout ce qui est technique. Sinon, bah, tout ce que je vous ai montré, ça vient pas que de moi ou que de Fred. Il y a 35 personnes à peu près derrière tout ça qui vont contribuer plus ou moins à Atom. Donc maintenant, merci. Je sais pas si j'ai exposé le compteur ou pas. Je sais pas combien de temps tu avais prévu de le faire, donc Je sais pas, 30-40 minutes. t'as à peu près une heure. Donc, Voilà. si vous avez des questions. N'hésitez pas. Moi j'en ai une. Ouais. J'ai des cas de test où je sais que mon code va lever une exception, mais je veux quand même pouvoir faire des assertions sur les mocks que j'ai fait. Et actuellement, quand tu as l'exception qui est levée, après c'est impossible de faire une assertion sur les mocks. Les mocks sont comme s'ils n'avaient jamais été utilisés. Toutes mes assertions fail sur les mocks. Je sais que ça doit être appelé, par exemple, je passe à la fonction catMock, parce qu'il va les utiliser ou pas les utiliser, et après, donc je sais qu'il va lever une exception parce que j'ai passé un truc pourri à l'endroit, donc il va lever l'exception, mais je veux vérifier que tel mock, j'ai bien eu un appel ou plusieurs appels sur ta fonction, et que celle-là n'a surtout pas été appelée. Et ça marche pas. Et ça marche pas. Ça fait. Alors après, peut-être que c'était une vieille version de Atom, mais... Ah non, c'est possible qu'on ait une régression dessus. C'est à toi. Ouais, mais je sais pas si t'avais encore un truc à faire, non? Tu voulais pas faire une autre présentation? Après Bah tu vas y aller à 4h, donc si tu dois y aller à 4h... Oui, c'est 4 heures, ouais. Bientôt. Bah L'autre, j'ai pas besoin de la télécommande. Ouais, faudra que je vérifie ça, effectivement, c'est pas normal.
Ah, c'est pas normal. Non. Enfin, Là, je comme ça, je trouve vois le pas de cas raison aussi. qui ferait que c'est normal. Allez, une petite question. Ouais. T'as pas parlé de All is Interface. Ah oui. Ouais. Ah, parce que c'est. Effectivement. Je peux en parler rapidement. All is Interface. Donc, ça, c'est un truc qui s'applique sur le générateur de mock. De la même manière qu'on a vu Shunt, par exemple, ClassPose ou Orphanite, une méthode. Et en gros, All is Interface, ça veut dire au générateur de mock, peu importe ce que je te demande de moquer, que ce soit une classe, une interface ou une classe abstraite, fais comme si c'était une interface. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va récupérer uniquement les signatures des méthodes, et jamais de comportement. Donc par défaut, tout retournera nul. Et voilà. Donc c'est comme si on faisait un chant parent class call de la Terre entière. Ce champ parent class call, ça s'applique seulement sur la prochaine méthode que tu vas. Sur le prochain mock, ça c'est global. Petite précision sur ce que je t'ai dit, c'est uniquement le cas là des mocks qui retournent à rien, où je peux rien tester, c'est uniquement quand j'utilise if, then, get, when, que comme ça. Si je retire tout ça, je mets tout à la suite, Ça fonctionne. j'ai des mocks qui retournent quelque chose. Ouais, faudrait que je teste. Je vérifierai parce que c'est pas grave. Enfin, en tout cas, moi je l'ai eu que là dans ce cas-là. Après, on va peut-être faire un peu plus. Ouais, j'essaierai de reproduire.